La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 6 mai 2024. Il s'appelle ce matin « Le marché ressuscite le Fed Put ». Il s'est produit quelque chose d'important aux États-Unis la semaine dernière pour les marchés actions. La Fed a semblé ajuster sa politique monétaire à de nouvelles conditions pour rassurer le secteur financier. Avec succès manifestement, en tout cas à court terme. Même si c'est un petit peu raide pour un lundi, je vais essayer d'expliquer le scénario montant du moment. La semaine dernière donc, les marchés boursiers étaient assez mal embarqués quand un retournement assez brutal s'est produit aux États-Unis. Ce changement a été alimenté par un bouleversement dans la narration sur la politique monétaire de la Fed, et à ce stade, je ne vais pas me risquer à parler de virage à 180 degrés, mais le mouvement semble assez puissant pour faire réémerger un concept qui avait été enterré il y a quelques mois, le Fed Put. Oulala, de quoi il parle celui-là dès le lundi matin? Bon, je vais essayer d'être assez didactique pour ne perdre personne en route et ne pas me perdre moi-même d'ailleurs. La semaine dernière, il s'est donc passé 3 choses importantes à partir de mercredi en bourse. Je vous les livre dans le désordre. Premièrement, Apple a publié des chiffres pas terribles mais pas affreux tout en dégainant un programme de rachat d'actions XXL. L'annonce a soutenu les indices, mais c'est presque de la petite histoire par rapport au reste. Deuxièmement, la Banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés, ça c'était prévu, a renoncé à brandir la menace d'une politique monétaire plus punitive, ça c'était quand même un petit peu moins prévu, et a réduit son programme de QT ou Quantitative Tapering, et ça c'était plutôt inattendu. Alors je vais pas dire QT, je vais dire QT plutôt. Le QT c'est le dispositif qui fait que la Fed allège son bilan après avoir racheté pendant des années des charrettes entières d'obligations. Pour quelle raison? Eh bien pour soutenir l'économie. Le montant du programme a grosso modo été divisé par 2, ça signifie que la Banque centrale ralentit l'allègement de son bilan, ce qui de facto lui permet de laisser davantage de liquidités dans le système. Donc ça c'était le deuxième point. Troisièmement, plusieurs statistiques américaines sont ressorties dégradées sur la semaine. Le PMI manufacturier de Chicago a bu la tasse, la confiance des consommateurs s'est dégradée et l'ISM des services est retourné en zone de contraction. Mais par-dessus tout, c'est la dégradation du rapport mensuel sur l'emploi qui a marqué les esprits. On a eu une remontée du taux de chômage, moins de création que prévu et une hausse du salaire horaire peu vigoureuse. Dans les petites lignes du rapport, on pouvait aussi lire que les PME recrutaient nettement moins et que les secteurs cycliques avaient nettement moins de postes ouverts. Bref, la situation a l'air de se dégrader sur le front du marché du travail qui est l'un des indicateurs les plus suivis par la Fed. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? J'écarte l'événement Apple pour me consacrer à tout le reste. La posture de la Fed suggère une certaine inquiétude corroborée par les statistiques publiées sur la semaine. D'ailleurs, ça a été assez violent. Jusqu'à mercredi, le marché craignait surtout les signaux de reprise de l'inflation aux États-Unis et elle repoussait au calendrier grec l'assouplissement monétaire, et c'était même la justification principale de la correction des indices au mois d'avril. Mais les événements de la semaine dernière ont semblé retourner l'opinion. Ils ont aussi manifestement changé la perception de la Fed, en tout cas suffisamment pour que la Banque centrale mette la pédale sur le frein du QT. En réaction, le marché voit à nouveau 2 baisses de taux cette année, dont la première en septembre. Dernièrement, on était plutôt descendu au niveau des pronostics à une seule baisse de taux, possiblement en décembre. Mais surtout, le comportement de la Réserve fédérale suggère que le concept de Fed Put est de retour. Craignant une dégradation de la situation économique, Powell et son équipe adoptent une attitude plus souple pour maintenir la confiance du marché. N'ayez pas peur, nous réduirons les taux si les choses se gâtent en quelque sorte. Ce genre de posture installe de facto un filet de sécurité sous les actifs à risque. D'ailleurs, je vous rappelle, c'est pas très vieux que c'était un véritable mode de vie pendant une grosse partie de la décennie précédente. De bons connaisseurs du marché en sont arrivés à cette conclusion en additionnant le discours étonnamment colombe de Powell, la décision sur le QT. D'ailleurs, à ce propos parenthèse, la Fed va finalement prendre davantage de place sur le marché de la dette publique, libérant ainsi les investisseurs institutionnels qui pourront acheter à la place des actifs à risque, donc probablement des actions. Donc, les bons connaisseurs ont additionné le discours étonnamment colombe de Powell, la décision sur le QT et la dégradation évidemment de plusieurs indicateurs économiques américains pour en arriver à cette conclusion. Alors pour résumer tout ça de façon un petit peu plus limpide, la Fed est à nouveau davantage préoccupée par un coup de frein économique que par la remontée de l'inflation, donc elle a adapté ses outils et sa communication. Les marchés actions ont réagi positivement à ce qui pourrait être un changement de paradigme, mais le scénario reste à valider parce qu'il ne faut pas trop s'emballer quand même, le rebond de l'inflation est réel aux États-Unis et une hirondelle ne fait pas le printemps. Les informations à connaître pour bien démarrer la semaine maintenant, le président chinois Xi Jinping démarre sa tournée européenne en France au menu tensions commerciales et Ukraine notamment. Israël a fermé le point de passage humanitaire de Kerem Shalom vers Gaza après un tir de roquette du Hamas. Cet incident pourrait faire dérailler les difficiles négociations de cessez-le-feu en cours. En parallèle, l'armée israélienne aurait demandé à des civils de quitter Rafah selon les dernières dépêches qui sont tombées ce matin autour de 7 heures.
Les marchés sont fermés pour un jour férié dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et au Japon aujourd'hui. D'autres jours fériés sont prévus cette semaine, mais ils ne seront pas forcément chômés en bourse. Sur l'agenda macro, 2 banques centrales sont au rendez-vous, la Banque centrale australienne mardi et la Banque d'Angleterre jeudi. J'ajoute que l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, s'est dit confiant sur le retour de l'inflation à l'objectif de 2% en Europe. Ça, évidemment, ça renforce les paris de baisse de taux dès le mois de juin pour la BCE. Côté résultat des entreprises, le rythme ralentit cette semaine, mais on a quand même quelques gros dossiers. Walt Disney, BP, UBS, Toyota, AB InBev ou encore Bouygues par exemple. En Asie-Pacifique ce matin, les actions chinoises confirment leur retour en grâce. L'indice CSI 300 de Shanghai et Shenzhen reprend 1,3%. Il avait été fermé de mercredi à vendredi dernier pour des journées fériées. Le Hang Seng lui est un petit peu plus mesuré, il perd 0,1%, mais il était remonté assez fort la semaine dernière. Le Japon et la Corée du Sud sont fermés pour un jour férié, l'Inde et l'Australie sont en hausse d'environ 0,5%. Les indicateurs indices européens, eux, ils sont plutôt haussiers à l'heure où j'enregistre. Côté actu des sociétés, dans l'Hexagone d'abord, la France enquête sur Total Energy à propos de l'attentat de 2021 au Mozambique. BNP Paribas Suisse compte supprimer une centaine de postes à Genève et Atos a reçu 4 plans de restructuration. Eutelsat confirme étudier les possibilités de partenariat pour son réseau terrestre. Getlink finance l'émergence d'une concurrence à Eurostar. L'actionnaire activiste Ronald Saman réclame des changements chez Ruby. Clariane a renouvelé le tirage de sa ligne de RCF pour une période de 6 mois. Morel reçoit une licence de l'OFAC pour ses opérations au Venezuela et Carmat cherche toujours des financements pour aller au-delà du mois de mai. Les principales publications du jour, elles sont à rechercher du côté d'Elis, de Coface ou encore de Beneteau en France. Ailleurs dans le monde, on commence par l'Europe. L. Catterton, dont LVMH est actionnaire minoritaire, détient suffisamment d'actions de Tod's pour le retirer de la bourse en accord avec le principal actionnaire du groupe, la famille Della Valle. Le bénéfice net d'Indra Systemas augmente de 40% au T1. Equity acquiert la société de conseil numérique Perficient pour 3 milliards de dollars et PostNL annonce une perte au premier trimestre et manque les estimations en raison de la hausse des coûts de la main-d'œuvre. Par ailleurs, les membres du syndicat UAW ratifient un accord social chez Daimler Truck aux États-Unis. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, Demant, Amplifon, Banca Monte di Paschi, Indra Systemas, Backafrost ou encore Nordnet. Du côté du continent américain, Vistra prendra la place de Pioneer Natural Resources dans le S&P 500. ISS invite les actionnaires de Boeing à voter contre la rémunération du PDG Calhoun. Les actionnaires de Berkshire Hathaway rejettent les propositions relatives au climat, à la diversité et à la Chine. Et Warren Buffett déclare que Berkshire a vendu à perte la totalité de ses actions Paramount. Les principales publications du jour aux États-Unis, Vertex, Microchip, Palantir, Simon Property, Williams Companies ou encore Fastenal et BioNTech. Dans le reste du monde, le bénéfice net de la banque australienne Westpac recule de 16% et Qantas va payer 79 millions de dollars pour régler une affaire d'annulation de vol. Sur l'agenda des publications du jour, on a encore SM Prime en plus de Westpac en Australie. Voilà ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la semaine boursière. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.